Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est TJF d'AG House. En face de moi tu as mon acolyte en jolie vue. Tu te demandes peut-être qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et ben on aide les gens à développer leur patrimoine et à générer des revenus avec l'immobilier. On propose des accompagnements, on fait des formations et aujourd'hui on est avec Hervé en face de moi qui fait de la sous-location professionnelle, qui est un membre de notre formation et qui aujourd'hui va nous présenter une de ses maisons qu'il exploite en location courte durée. C'est parti. Bienvenue en immersion avec Hervé. À ce moment-là, Hervé est en train de nous présenter la grande parcelle de terrain du propriétaire. Là, tu verras qu'il y a une maison sur le côté que le propriétaire va rénover complètement et que du coup, Hervé va récupérer en gestion. Un peu plus loin sur la gauche, le propriétaire a prévu aussi également de faire une réhabilitation, une construction en L. Et encore une fois, Hervé, toujours dans les bons plans, il va récupérer aussi également cet ensemble de lots en gestion après rénovation. Et là, on arrive enfin vers la maison qu'il est en train d'exploiter. Sur l'arrière, il y a un grand espace extérieur et ce qui va se passer, c'est que là, il y a un petit peu de bordel. Donc, il va enlever le bordel pour pouvoir laisser des places de parking. 4-5 voitures peuvent se poser à ce niveau-là. Et c'est très pratique, surtout dans les coins où il est, où les places de parking sont très chères. On est en région parisienne, à moins de 12 minutes de Paris. Ensuite, là, il nous présente une petite pépite. C'est le sous-sol qui va être aménagé du coup par le propriétaire. Donc comme tu peux le voir, il doit avoir peut-être un petit 45 mètres carrés. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aménager deux chambres de 9 mètres carrés. Il y aura une salle de bain, une petite salle d'eau plutôt, une petite kitchenette et ce qui va permettre de louer carrément plus cher la maison. Donc je pense qu'on sera sensiblement sur quelque chose d'environ 100 € de plus que ce qu'il fait habituellement. Peut-être même encore plus si il nous écoute et on l'aide à aménager et à décorer, parce que c'est pas forcément le point fort d'Hervé, tu le verras tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas ça c'est un gros plus. Et du coup là on va visiter la maison qui elle est bien évidemment en exploitation depuis plusieurs mois. Allez, c'est parti. Pour expliquer un petit peu, donc là on visite une des maisons d'Hervé. Les clients qui étaient là sont partis, le ménage n'a pas encore été fait, donc vraiment ils nous accueillent Les aléas, faut se dire, hein. En direct. Il y a du boulot encore un petit peu au niveau ménage, mais ça reste très correct. On va pouvoir visiter un petit peu ce qu'il propose à ses clients. Donc là on rentre directement salon cuisine. Salon cuisine, après tu as deux chambres là. Combien de couchages ici tu proposes? Donc je vois que tu as un canapé, j'imagine, qui fait lit aussi. En fait, j'ai un double là, un simple là, un simple là. Ah, c'est le système rapido qu'on connaît très bien. Et du coup, matelas 140, 140 Peut-être 120 là. 120 sûr. 120, ouais. 120. On peut mettre deux personnes éventuellement si elles sont pas très épaisses. Voilà. Voilà, donc ici, un lit. Bon, j'imagine 90. Ça, c'est très pratique ça. Ouais. En termes de coût, celui-là, il vaut 1200 €. 200 1200. 1200. Le petit siège là. Bah ça fait canapé et... Ah ouais. Et lui, enfin non, pas lui, Son petit frère. Ouais, c'est 1800. Ah mais c'est pratique. Vous voyez, optimisation du nombre de couchages. Avec le protège matelas qui va avec. Ouais, nickel. Ça c'est bien pratique ça. Alors, Moi, je peux pas vous aider parce que j'ai la caméra. Je sais pas ça tous les jours. Bon, t'embête pas. T'embête pas. Au niveau de la cuisine, au niveau des éléments, est-ce qu'on est bon? On a le four, on a une plaque, on a un micro-ondes, on a le frigo, on a une vraie cuisine, on a une table, on a même deux tables. Table pliante Ikea que je reconnais. Alors, il n'y a pas vraiment de déco, Hervé. Non, c'est simple, franchement. On est sur je suis pas déco en fait. Et pourquoi? T'as pas le temps? En fait, c'est que j'ai ma clientèle, c'est plus beaucoup de professionnels. Ok. Et donc, si je commence à mettre des décos, bon, j'ai presque dit bien. En termes de budget, ouais. Tu penses que la cible n'est pas intéressée? Si, tu penses elle pourrait... Si, je suis persuadé que c'était ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est plus une question de temps. Ou le temps de vraiment prendre des décisions, des bonnes décisions pour
La déco. Mais tu sais que t'as une décoratrice en face de toi. Qui peut te faire ça en un clic de doigts. Après, c'est le budget. Bah après, d'ici les budgets. Mais si derrière tu le rentabilises. Si tu rentabilises et tu Avec de belles plus photos. cher. Ouais. Et que justement, en plus, là, tu es quand même dans une zone où l'année prochaine, ça va être fureur ici. Ouais. Donc si en plus tu vas atteindre des professionnels, des familles et même d'autres personnes qui vont dire bon, ok, on va louer pendant un mois, mais il faut au moins que le lieu soit un petit peu atypique, soit un peu plus sexy, soit quelque chose, tu peux prétendre à des prestations encore plus. C'est sûr. élevées. C'est sûr que moi je suis convaincu que si on présente bien les choses et si on investit dans la déco et dans les services, le prix peut être beaucoup plus élevé. Bien sûr, Ouais. clairement. Mais ça, c'est Mais clair. après, les décos, c'est pas forcément de partir sur des milliers Oui, d'euros. je sais. Là on a une chambre. Hein. Ok, on va voir. Voilà. Bon, c'est basique. Hein. C'est pas encore. Comme on vous l'a dit, hein, le nettoyage, le ménage n'a pas encore été fait. Je l'ai pas fait encore. Mais voilà, il y a une chambre en moins 10 mètres carrés, il y a le lit, le chevet. Bureau, non? Tu parlais de professionnel bureau, tu y as pensé? Alors, ce que j'ai, c'est beaucoup d'ouvriers. D'ouvrier? Ils viennent de leur sac, chantier. Ouais. Le bureau, c'est pas leur truc. Armoire. Les gens pourraient te dire l'armoire. L'armoire, oui. L'armoire, oui. Il faut... Ah. Et bah, on n'a pas vu la salle de bain. Enfin, la salle d'eau. Meuble vasque. Miroir. Il va falloir que tu changes l'ampoule. Ouais. Je pense qu'ils vont te le dire en commentaire. Hein. C'est ça. Sur les commentaires Airbnb, ah, l'ampoule ne fonctionnait pas. Bon, sèche-serviette classique. Laisser. Voilà, tu laisses du savon, shampoing. Et ben voilà pour la petite visite de la maison. On a quoi à peu près? Tu m'as dit 60 mètres carrés, peut-être quelque chose comme ça? Les deux, ça ferait 80. 80 mètres carrés avec ce qu'on vous a montré Oui, je compte pas là-haut. juste avant. Ouais, ça donne une belle vue. Hein, il y a de la hauteur. Moi, j'aime bien les hauteurs sous plafond, on respire. Bon, on va passer à l'interview. Si tu veux. Allez, c'est parti. Oui, bonjour, moi c'est Hervé. Voilà, bah, écoutez, j'ai découvert la location courte durée grâce à Gabriella et JFT sur Instagram. Ils sont très présents sur Instagram. Donc, du coup, c'est une amie qui m'a parlé d'eux parce que je faisais ça en tant que particulier et m'a dit tiens, tu devrais les voir. Ils ont quelque chose à t'apprendre. Et effectivement, j'étais surpris parce que ils sont bien lancés dedans et ils ont créé un groupe de location courte durée professionnel et j'étais curieux de les voir. Et donc, ça m'a permis de m'enrichir dans ce domaine. Donc, du coup, j'ai créé ma société qui s'appelle Like Home, où aujourd'hui, j'ai des dizaines de biens. Et je compte en faire doubler d'ici 1 an à 2. Voilà. Et puis eux sont là pour m'épauler, pour m'aider à avancer dans mon projet. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Hervé et on va faire une petite présentation d'Hervé sur la sous-location professionnelle, mais pas que. Avant tout, je tenais vraiment à m'excuser parce que vous voyez, j'ai un tout petit micro, on a eu un petit souci, mais c'est pas grave. C'est les aléas et on va quand même faire une bonne interview, je pense, très pertinente. Donc c'est parti. Bah écoute, déjà, merci Hervé. C'est super sympa de t'avoir parmi nous, parmi les déterminés. Mais pour que les gens puissent un petit peu plus te connaître, que ce que tu faisais un petit peu avant, est-ce que tu étais déjà dans le monde de l'immobilier? Enfin brièvement, si tu veux nous en parler. Oui, j'ai fait un peu d'immobilier, enfin un peu 18 ans d'immobilier. Donc j'ai créé des structures, des franchises. Et puis j'ai voulu découvrir autre chose. Donc je me suis dirigé vers la sous-location professionnelle. Ça m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai voulu officialiser un peu ce que je faisais. D'accord. La sous-location professionnelle, comment ça t'est venu bouche à oreille? C'est quelque chose que t'avais déjà... Au départ, j'ai fait ça en tant que particulier. Chez moi, j'avais un 3 pièces que je louais comme ça en Airbnb. Et puis je me dis tiens, pourquoi pas imaginer des gens qui me prêtent leurs biens pour que je puisse les exploiter. C'était l'idée au départ. Après, je me suis intéressé sur Internet, j'en ai parlé autour de moi. Et puis l'aventure a commencé. L'aventure a commencé donc par 1 bien, 2 biens, 3 biens. Alors, aujourd'hui, j'ai une dizaine de biens. Dizaines de biens. Et tous en Île-de-France? Oui. Tous oui, en Île-de-France. Île-de-France. Parce que je voulais pas trop m'étendre, question de gestion. Je voulais pas courir à droite à gauche. Je voulais qu'ils soient tous proches les uns des autres. D'accord. Du coup, tu as 10 biens, donc comment tu gères au niveau de l'organisation? Parce que je suppose que c'est quand même quelque chose qui nécessite quand même une forte organisation, parce qu'entre les entrées, les arrivées, et puis la sous-location professionnelle, comme j'aime dire, c'est le noyau, mais la location courte durée, c'est un autre dada. Oui. Alors c'est très sportif, il faut être bien organisé, il faut cibler sa clientèle et surtout avec le temps, lorsqu'on commence par un bien, on sait gérer on essaie de l'adapter par rapport au premier, troisième et quatrième et au fil du temps, on aménage son temps par rapport au nombre de biens qu'on a. Voilà.
Et très vite, j'étais obligé de faire des rentrées autonomes, boîtier à code. Ouais. Donc les gens peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Des boîtiers à code manuel ou t'es Manuel. passé sur le connecté? Manuel. Et pourquoi tu parles le connecté? Le connecté, c'est parce que j'avais peur que si jamais il y a un problème de pile ou quoi, je sois embêté. Donc manuel, c'est plus sécurisant. Voilà. Et tu disais que donc du coup tu as une dizaine de biens et toi ta particularité c'est que tu es sur des maisons, c'est ça? Oui. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi les maisons Alors c'est et sûr combien que de personnes tu héberges? Oui. Alors c'est vrai que les maisons c'est très particulier parce que c'est plus compliqué à les trouver. Les gens qui vous confient leur maison, c'est déjà qu'ils en aient deux. C'est sûr que on n'a pas déjà de base. Donc déjà il faut savoir les séduire et venant de l'immobilier, j'ai eu les arguments pour que les gens puissent avoir confiance. Lorsque vous avez deux biens, le troisième c'est plus facile parce que vous avez déjà des arguments. Vous pouvez donner un peu l'historique et prouver que vous êtes des bons payeurs, ce qui les rassure. Et puis au quotidien, j'ai une certaine esprit commerçant, donc du coup j'en parle autour de moi constamment, de bouche à oreille, je me fais connaître. Il y a des gens qui m'appellent pour justement confier leurs biens. Moi, je vais te challenger dessus. Dis-moi. Tu as dit que tu étais justement dans l'immobilier, donc forcément tu as peut-être des facilités, des contacts, un réseau. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire à des personnes qui sont débutantes, comme certaines personnes avec qui tu échanges sur le groupe Le Déterminé? Quels conseils tu leur donnerais pour se lancer dans cette activité, sachant que ces personnes-là n'ont pas ton expérience et ton réseau? Le conseil que je peux leur donner, c'est déjà d'en parler constamment autour d'eux, mais aussi dès le premier bien, pouvoir s'en servir pour avoir un deuxième. Autrement dit, si on veut toucher un bailleur, il faut peut-être le ramener sur l'état des lieux où on pratique déjà. Il faut lui montrer peut-être patte blanche en disant que voilà, depuis combien de temps je loue le bien, quitte à prouver les virements mensuels pour le rassurer et sortir les bons critères d'un bailleur courte durée, d'un locataire courte durée, pardon. En passant par l'état général, l'entretien courant du bien, les arguments qu'on évoque tout le temps. Voilà. Dans la formation. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je pense aussi que le fait que, comme tu as dit tout à l'heure, que tu étais dans l'immobilier, t'as forcément des contacts, t'as un fort réseau autour de toi et ça a été un peu plus aidant aussi parce que, alors, quand on est des appartements, c'est l'argument que tu as dit tout à l'heure, il vaut, mais lorsqu'on démarche des maisons, on a eu cette expérience-là parce que maintenant, nous aussi, on démarche un peu plus des gros lots, c'est différent. Il faut là avoir quand même un portefeuille client propriétaire. C'est vrai que c'est différent. Il faut avoir une trésorerie assez solide parce que les loyers ne sont vraiment... C'est sûr, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, c'est en termes de loyer, on doit préparer facilement entre 10 et 15 000 euros tous les mois. Je vais arrêter là donc pour que les personnes comprennent bien. Lorsque tu prends une maison, tu injectes à peu près 10 000 euros. Alors, ça dépend si elle est meublée. Justement, est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? En moyenne, allez, si je devais faire allez, au bas mot, on doit être entre 5 et 7 000. D'accord. Donc, une maison de, allez, on va dire avec 3-4 chambres, il faut sortir entre 5 et 7 000 euros. Oui. Dans ces 7 000 euros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans les 7 000 euros, si on part de rien, il y a un frigidaire, un four, l'électroménager, les meubles, le meuble cuisine, le meuble salle de bain, la literie, après des placards, il y a tu comptes la caution dedans? La télé. Je compte la caution aussi. Souvent 2 mois, j'imagine? Non, un mois. C'est du non meublé que du non meublé en général, je prends. Voilà. Mais ça m'arrive de prendre un meublé aussi. J'en ai une qui est meublée, où j'ai pas injecté grand chose. Voilà. D'accord, donc on va dire entre 5 et 7 000 euros pour les maisons nues. Et aujourd'hui, tu en as 10. Oui. Donc tu as injecté à peu près... J'ai 10 logements, j'ai pas 10 maisons. C'est vrai qu'on me confie aussi des domaines où il y a plusieurs lots qui appartiennent à un seul propriétaire. Ouais. Et du coup, j'exploite, c'est qu'on a vu la dernière fois. Voilà. Où j'ai la grande maison principale et puis j'ai un 2 pièces et un studio et un 3 pièces. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu penses des studios et des petits T2? La plupart des gens qui vont nous regarder vont nous dire: ah, mais moi, j'ai pas cette assise-là, j'ai pas cette trésorerie-là. Pourquoi les T2, les studios, ça te parle pas? Ça me parle. Il y a de la clientèle pour ça. Ouais. C'est vrai. Maintenant, c'est une question de rentabilité. Voilà. Je vais taper gros. Voilà. Non, tout simplement. En même temps, quand on touche des maisons, des domaines, on n'a peut-être plus vraiment envie d'aller. Sauf si dans les domaines il y a des studios et là on sait qu'on va pouvoir. Voilà, on peut pas le refuser parce que la personne te confie une maison avec un 3 pièces. Bon, il y a un studio, je vais pas lui dire non. Donc on va l'intégrer. C'est pas là-dessus que je vais gagner. On va dire mon nom. On va pas dire mon nom, je crois pas. Non, ça se fait pas. Voilà. Et malgré tout, il y a la rentabilité qui est évidente, plus élevée en général, en tout cas sur des plus grandes surfaces. Tu conseillerais quand même
de démarrer avec une grande surface et une personne qui n'a pas fait cette activité-là? Non. Et pourquoi? Parce que en fait, très vite, elle peut être surprise. Pour X raisons, ça peut être une dégradation. Voilà, il faut avoir les moyens pour remettre en état très vite. C'est ce que Jolie qui disent. Bien sûr. Donc, et puis une maison, on oublie une chose, c'est que l'extérieur est aussi coûteux que l'intérieur. Commencer par le portail, commencer par la porte d'entrée, le jardin, les luminaires, les caméras, tout ce qui va avec. Donc non, si on n'a pas beaucoup de budget, il vaut mieux commencer par un T1, T2, et puis en fonction de son assise financière, on se base sur des maisons ou pas. Et puis au fur et à mesure, ce qui est bien avec la sous-location, c'est qu'on peut rendre un logement et en trouver un autre plus grand, plus dans... Exactement. Se challenger, quoi. Exactement. Alors, comme je le disais sur le groupe WhatsApp, ça m'est arrivé de prendre des biens où je me dis finalement, j'aurais pas dû. Vous anticipez mes questions. Et j'ai rendu... le bien très rapidement, j'ai perdu d'argent, certes, mais vaut mieux perdre un petit peu aujourd'hui que beaucoup demain. Parce qu'effectivement, les gens vont se poser cette question-là. Moi, je commence, ok, ça m'intéresse, il y a de la rentabilité, c'est vrai que c'est assez simple à comprendre cette activité-là. Mais comment être sûr que je ne me trompe pas sur le logement que je vais prendre? Parce que même si c'est un studio ou un T2, je vais quand même injecter peut-être 2-3 000 euros. Et si ça ne fonctionne pas, comment être sûr? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là qui te posent cette question, qui pourraient te poser cette question? Il n'y a rien de sûr dans la vie. Il faut se lancer. Il faut prendre des risques. Demain, vous ouvrez un salon de coiffure. S'il n'est pas bien placé ou si la clientèle n'est plus là, vous avez pris des risques et puis ça n'a pas marché. Donc c'est valable pour toutes les professions. Après, l'avantage dans la sous-loc, c'est qu'on peut créer son entreprise et on peut avancer petit à petit sur la pointe des pieds et reculer quand il faut. Chose qu'on ne peut pas faire dans d'autres domaines. On est flexible. On peut rendre un bien normalement assez rapidement. Après, tout aussi au niveau des préavis. Mais on peut rebondir très rapidement. Voilà, c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Voilà, on peut limiter la casse. Ouais. Alors, on peut limiter la casse. Ok. Je pense que c'est très clair. Et du coup, là, ce serait quoi ton nouveau challenge? Alors, j'ai 4-5 adresses en vue. Mon challenge, c'est de les jumeler et de les faire en parallèle, ce qui est compliqué. J'ai embauché quelqu'un qui fait un peu tout dans le bâtiment. D'accord. Quelqu'un de polyvalent que je vais payer au mois parce que je commence à avoir beaucoup de biens et il y a beaucoup de choses, des petites bricoles à faire. Faut se connaître un peu en tout. Et puis je suis en train de voir avec une personne qui m'épaule au niveau communication. Voilà. Non, ça c'est hyper important, surtout pour pâter d'autres propriétaires. Mais toi, du coup, c'est quoi? Tu veux t'arrêter à un moment donné, tu veux pas dire bon, j'en ai déjà 10 plus un domaine pour etc. Je m'arrête là et j'essaie, voilà, je fais quand même mon beurre avec ça. Et toi, tu veux toujours plus? Ou tu te dis bon, à un moment donné, on s'arrête un petit moment, on voit. En fait, c'est si on fait ça en parallèle avec un autre métier, oui, au bout de 3 biens, ça suffit largement. Si on veut faire son métier, il faut grossir. Pour grossir, il faut s'encadrer. Pour s'encadrer, il faut financer. Et il faut avoir plus de biens pour pouvoir dégager la renta, pour pouvoir payer des salaires. Et on est voué à grandir. L'intermédiaire, je pense que ça ne peut pas exister. Soit on a 3-4 biens et on travaille comme un particulier, seul. Parce que seul, on peut gérer 3 biens. Soit on a à partir de 15-20 biens où on peut vraiment dire qu'on est une structure et travailler. Après, c'est des choix. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Effectivement, je pense qu'il y a les personnes qui voudront faire ça comme ça pour avoir quelques revenus complémentaires, qui vont avoir 2-3 appartements. Mais il peut y avoir un intermédiaire. Parce que toi, l'objectif, c'est vraiment de te développer, avoir des salariés, bien sûr, créer vraiment quelque chose de très gros. C'est ça. Mais on peut avoir cet intermédiaire où on va avoir peut-être 5-6 biens bien choisis, avec de très bonnes rentabilités, qui te permettent d'avoir un cash flow suffisamment important, bon, bien sûr. Et vaquer à d'autres occupations. Bah oui, mais 5 biens, ça reste encore gérable. À condition de faire de la qualité. Voilà. Plutôt que d'être dans la quantité, d'être dans la qualité. C'est ça. Mais quand vous avez 10-15 biens, il faut être équipé en hommes pour pouvoir faire de la qualité. Sinon, vous faites pas du tout venant, mais quelque chose qui est où les gens vont faire du turnover, ça va être des entrées-sorties et on ne fera pas attention aux moindres petits détails. Okay. On peut pas. J'aimerais bien parler chiffres parce que dans les vidéos, les gens on parle, mais il faut quand même leur donner quelques éléments chiffrés. Donc, tu as dit que tu as une dizaine de maisons, de biens. Prenons une maison en particulier. Qu'est-ce que tu fais rentrer? C'est quoi tes charges? C'est quoi le cash flow? Est-ce que tu peux nous donner plus de détails? En général, les gros points où il faut faire vraiment attention, qui peuvent vous plomber la trésorerie, c'est l'électricité. Je confirme. L'électricité, l'eau un petit peu, mais bon, ça reste pas bien méchant. Lorsqu'on prend un bien, ça c'est un gros piège. Souvent, quand on est débutant, qu'on n'a pas d'arguments, on se laisse avoir avec les bailleurs. On veut les séduire, donc on accepte tout
Et n'importe quoi. Et n'importe quoi. On dit amène à tout. Puis après, on se dit, waouh, maintenant, il faut dégager la différence pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'on risque de travailler pour les bailleurs. Donc, ça m'est arrivé aussi de gonfler au départ pour séduire les premiers. Aujourd'hui, je refuse certains. Comme nous, hein. On est de plus en plus sélectif à force. Exactement. Parce que les gens, c'est vrai, ils sont appâtés par dire il faut absolument que j'ai un oui, il faut absolument que j'ai un bien pour que l'aventure commence. Exactement. Mais effectivement, c'est un piège. Mais c'est un piège, oui et non. Parce que si t'as pas le premier, t'as pas le deuxième. C'est ça. Moi, c'est grâce au premier que j'ai eu mon deuxième, mon troisième, mon quatrième. Mais au bout du 10e, on peut dire que le premier, comme il a été mal négocié, soit le négocier, soit s'en séparer. C'est servir du premier pour pouvoir démarrer quelque chose. C'est comme toute activité, hein. On prend du tout venant et puis après on devient sélectif une fois qu'on est demandé. Alors ce que tu as dit, c'est très important. J'espère que vous entendez bien ce qu'il dit. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Prenons un bien. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu peux donner concrètement si tu veux des chiffres concrets. Combien tu fais rentrer en chiffre d'affaires? Quelles sont tes charges? Combien il reste? Allez, j'ai une maison où je paye 1400 de loyer. Voilà. Où je fais au minimum entre 4 et 6 000 euros de chiffre d'affaires. Quelles sont les charges dedans? Dans les charges, il y a 1400 de loyer. Il y a l'électricité qui est 340 euros par mois. Ouais. Parce que bon, ils sont nombreux, pas mal, parce qu'ils sont une quinzaine. Ouais. Il faut le dire aussi, tu proposes généralement des maisons avec au moins 12-14 couchages. Voilà, c'est des grosses maisons. Mais je facture pas trop mal, donc j'arrive à m'en sortir. Voilà, je dégage à peu près entre 1005 et 2000 euros. Donc 2000 euros pour la maison. Net. Une fois payé toutes les charges. Oui. Tes frais de fonctionnement. Ménage, linge de maison, serviettes, consommables, tout ça. D'accord. En moyenne, c'est ce que tu fais. Voilà, alors pas tout, hein. J'ai des studios où c'est très minime, mais bon, ça, je savais dès le départ que c'était négocié avec l'ensemble. Ouais. Parce que j'avais 4 lots directement qui arrivaient. Et est-ce que tu penses que c'est une activité viable sur la durée pour vraiment vivre de ça? Oui. Oui, mais à partir d'un certain nombre de biens. Et ça dépend aussi de la qualité des biens. Ça dépend de la qualité des biens. Parce que si tu as une villa avec piscine à Nice. C'est sûr. Parce que là, on regarde une série, c'est pour pas la citer. Non, mais c'est possible. Moi, et loue la maison 15 jours, 200 000. C'est possible. Ça dépend. Donc ça dépend aussi en de la luxe, qualité. petit luxe. Tu arrives à faire sur chaque bien. Exactement, ça dépend de la qualité, oui. Tu peux, avec on peut vivre, quelques biens, tu penses qu'on... Voilà. Soit vous avez... Nous, on le sait, hein, mais c'est vraiment je le dis pour les personnes qui... Soit vous avez quelques biens de qualité et H24, vous êtes dessus, vous êtes impliqué, au moindre défaut, il faut le corriger. S'il manque une vis sur une poignée, il faut la resserrer, oui, bien sûr. Maintenant, si vous avez pas le temps, si vous avez d'autres activités ou si vous voulez faire que de la quantité, il faut avoir plus que ça. Du coup, ça me fait penser, j'ai une question. En termes de temps, mensuellement, sur tous les biens que tu as, tu y consacrerais approximativement combien d'heures? Sachant que tu délègues, t'as des équipes. Si j'intégrais pas les... non, là, avec tes équipes telles quelles. Aujourd'hui, je suis avec vous, vous voyez. Ça prouve que je peux avoir du temps. Il y a des jours où je peux me reposer. Voilà. Parce que je délègue, mais pas tout. Il y a beaucoup de choses que je fais. Comme quoi démarchage. Peut-être le démarchage, oui, les achats, ou peut-être les futurs bailleurs. C'est toute la partie commerciale, toute la partie financière aussi. Je délègue pas. Ouais. Voilà. Je regarde les comptes, je jongle avec... les dépenses, je fais les loyers, enfin voilà, tout ça. La partie administrative. Oui, donc c'est la partie... La compta. Ouais. Voilà. Ça va. Ça va. La partie opérationnelle est quand même un peu plus consistante. Il y a pire. Aujourd'hui, je suis équipé de 5 femmes de ménage différents, une personne à temps plein polyvalent, et puis une personne en communication qui arrive 2 fois dans la semaine. Et du coup, toi, ce serait à objectif peut-être sur le long terme, ce serait peut-être de créer une franchise, quelque chose comme ça? Alors j'y pense, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'une franchise est basée sur un modèle. Là, aujourd'hui, j'ai 10 logements, les 10 sont différents. Il faut plus simplifier la profession pour pouvoir la dupliquer. Voilà. Ouais. Tant que j'ai pas trouvé le système de duplication, je ferai pas de franchise. Parce que tout à l'heure, on le disait un petit peu en off, et puis même pour aller dans ce système de franchise, dans les biens, il faut avoir aussi une certaine marque, une identité qui est propre à votre entreprise. Et est-ce que, voilà, c'est des choses qu'il faut réfléchir? Bien sûr, il faut faire ses preuves, il faut tout mettre à l'écrit, et puis, puisque aujourd'hui, la pratique, elle est là. Maintenant, la théorie, il faut bien l'élaborer. C'est la prochaine étape. Et la prochaine étape, il faut faire en sorte de pouvoir transmettre ce qu'on a vécu
pour d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de la formation? Et de l'event que tu as Et de participé. l'event aussi, Parce que tu as participé à l'event qu'on a fait au mois de janvier 2023 et tu as justement transmis tes expériences, ton savoir et encore merci d'ailleurs pour ça. Bah, je vous en prie. Alors, l'event, c'est très bien passé. Alors, la formation, elle était c'est excellent lorsqu'on n'est pas du tout initié. On ne sait pas de quoi on parle. Donc, on enregistre. Elle est simple, elle est compréhensible et il suffit juste d'appliquer les bases pour pouvoir déjà démarrer. Ensuite, après, chacun crée son chemin et sa propre expérience. Mais la base, elle est simple et elle est encourageante. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui se sont lancées. Et par rapport à l'event, c'était très sympa. C'était très sympa de tous se retrouver et d'échanger chacun son expérience à travers ça. Et moi, personnellement, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Et je suis pas le seul à avoir appris des choses, voilà. Et ça, c'est sympa. Tu n'es pas le seul, crois-moi. Après l'événement, on a tous appris de quelqu'un ou de quelqu'un. Durant cet événement, il y avait des manifestations, des émeutes, et nous, on était dans un cocon à essayer de se dire comment on va créer plus de cash flow, de business. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. On était avec nos petits sucreries, etc. Donc c'était ça. C'est très agréable et on sent qu'il y a une certaine solidarité qui s'est créée dans le groupe. Le groupe, et on le voit par rapport aux échanges de WhatsApp. Ça n'arrête pas. Des fois, quand je regarde mon WhatsApp un jour, j'ai 45 notifications. Mais tu apprends des choses dedans. Moi, c'est ça que j'ai besoin. J'apprends beaucoup. Même si tu es bien avancé, tu apprends quand même des choses régulièrement. Mais bien sûr, parce que chaque cas est différent. Chacun a son expérience et mon expérience n'est pas celle des autres. Et c'est sûr que même si moi je suis un peu spécialisé dans un domaine, j'ai aussi des petites surfaces et ça m'intéresse de voir comment ça se passe. Et je suis sûr qu'on peut faire du business, que ce soit dans des petites surfaces comme des grandes surfaces, sauf que là, le travail est différent, c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce petit groupe, ce réseau, en fait, c'est qu'il y a des connexions aussi qui peuvent se faire par ailleurs. Et justement, on peut se donner des tips, que ce soit grande, petite surface. Et il y a même des personnes qui sont très discrètes comme toi, mais à côté de ça, qui font d'autres choses, qui sont marchands de biens, qui font aussi l'investissement locatif ou même des entrepreneurs aussi. Des entrepreneurs, des locations de véhicules. Donc il y a vraiment... Il y a vraiment tout. Et c'est ça beaucoup de salariés aussi, quand même, des salariés qui essayent de trouver un moyen de... Exactement. Justement, en fait, c'est un moyen de faire du business sans trop investir. Voilà. Ça, pour moi, c'est un des business les plus rapides, avec peu. C'est ça, il est rapide et puis il est pas trop dangereux, dans le sens où on avance pas à pas, et puis on peut reculer quand ça va pas et puis prendre un autre chemin. Et c'est scalable, on peut enchaîner. Voilà, chose qu'on peut pas faire dans une entreprise où on doit investir, faire un business plan et mettre un paquet d'argent, et si ça marche pas, on a perdu. Je connais aucun business où, par exemple, tu prends un appartement, tu laisses un mois ou 2 mois de caution, tu rends l'appartement ou le logement, peu importe, tu récupères la mise que tu as mis et voilà. Tu pars pas, tu récupères l'argent que tu as entre guillemets. Oui, la casse est très limitée. Elle est très limitée dans ce domaine-là. Oui. Donc je conseille à beaucoup de gens de tester et se lancer à l'aventure. Il y a toujours moyen de faire machine. Il suffit que ce soit un peu débrouillard pour que ça marche. Écoutez, on va s'arrêter là. Oui, merci beaucoup Hervé, merci de ta patience, de ton temps, de tes 70%. Donc du coup les 30% qui nous restent, tu les as accordés aujourd'hui. Donc merci. Merci à toi. Hey, on arrive sur la fin, mais on va pas se quitter comme ça. Déjà, je t'invite, s'il te plaît, à laisser un commentaire, un like et à partager cette vidéo autour de toi. N'oublie pas d'aller en barre de description, puisque la nouvelle session ISLP4 est sortie pour les curieux, pour les motivés, pour les déterminés. Comme tu l'as entendu, Hervé fait de l'immobilier depuis 18 ans et il y trouve encore de l'intérêt dans notre groupe. Il y apprend des choses. Donc ce n'est pas toi qui te lance dans l'immobilier il y a quelques années en immobilier qui ne va rien apprendre. Donc voilà, je vais te laisser là. N'oublie pas, comme je te l'ai dit, s'il te plaît, like la vidéo, partage et puis on se retrouve certainement dans une de nos formations et à très bientôt. Ciao.